Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Alors, aujourd'hui, nous allons découvrir quelques livres, je mets ça au pluriel, avec un auteur particulièrement attachant, qui a une plume très agréable et surtout très délicate. Et je vais dire tout de suite bonjour à Joël Thiano Moussafir. Bonjour Joël. Bonjour Monique. Alors Joël, tu nous arrives avec un nouveau livre aux éditions Inédits, Le sel des larmes est parfois doux. Voilà. Ce livre est sorti donc en octobre. Alors, pourrais-tu un petit peu replacer dans le contexte? Tout démarre en 1896, mais pas réellement. En 1896, au nord du Portugal, où disparaît brusquement de son village le curé qui y était attaché. Alors, comment ne pas trop en dire, il aura croisé sur son chemin, et c'est ce qui détermine son brusque départ, qui va affoler les habitants du village et les laisser dans l'interrogation et la perplexité. Il aura croisé quelqu'un, Ephraim l'Obscurci, un simple d'esprit qui habite un étrange village, pas très loin du sien. Et c'est les quelques mots qu'aura prononcés cet homme qui vont précipiter le départ et la fuite du Padre Pinto. Et tout ça va nous entraîner au Cap-Vert, qui est donc une des colonies portugaises du royaume du Portugal de l'époque et qui est au large du Sénégal. Et là-bas, nous allons rencontrer un autre personnage qui est Artemisia, une jeune métisse qui est née esclave, mais qui n'a plus été au bout de 3 ans puisque l'esclavage a été aboli. Et les chemins d'Artemisia et du Padre Pinto vont se croiser. Donc c'est un roman dans lequel il y a un petit peu de suspense. Le mot est sans doute un peu trop fort, mais voilà, il y a des questions, mais dont on aura une partie des réponses à la fin. Voilà. Moi, ce qui m'a beaucoup touchée dans ce roman, c'est en fait, c'est un roman mémoriel. Oui. Hein, c'est vraiment un travail de mémoire et de mémoire collective, parce que on peut peut-être en dire un petit peu plus aux auditeurs, Joël. Alors, c'est le cheminement Ben disons que voilà, alors si on en dit un petit peu plus, c'est vrai que le thème des maranes est un thème qui m'a toujours, c'est-à-dire de ces juifs qui se sont convertis et qui, au moment des décrets, soit d'expulsion d'Espagne en 1492, soit un petit peu plus tard, 3 ans plus tard, au Portugal, et qui en réalité sont restés secrètement fidèles au judaïsme. Le destin des maranes m'a toujours passionné. Ce sont des gens qui, j'imagine, ont pu se dire, comme on s'est dit au début de la guerre de 40, pour beaucoup de juifs, qui se cachaient, on prétend ne pas être juifs, et certains dans les villages où ils étaient réfugiés allaient à l'église en se disant on courbe le dos, les événements vont passer et après nous pourrons retrouver notre identité et relever la tête. J'imagine que ça a été ce que ces gens ont pensé. La différence, c'est que ce décret, il n'a pas été aboli, très récemment il y a des choses dans ce sens, et que donc ces gens sont restés secrètement juifs. Voilà, donc c'est quelque chose, c'est un thème qui m'a toujours énormément intéressée. Je dois dire depuis l'enfance, où j'avais lu dans les Contes et légendes d'Israël, dans la collection, une collection chez Fernand Nathan, justement le récit de Maran, qui sont alors les Juifs étaient très surveillés au moment des fêtes juives parce que on les soupçonnait précisément d'être restés fidèles au judaïsme, et par exemple on les regardait au moment des marchés de Pâques s'assurer qu'ils n'achetaient pas de persil, de céleri ou de romaine, enfin les herbes amères du sédère. Et depuis cet âge-là, c'est un thème qui m'a beaucoup intéressée, et puis ça a été réactivé, si j'ose dire, par quelque chose, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de... Oh ben si, je t'accorde le temps. Tu m'accordes. Alors voilà. Alors, il est paru je crois en 1966 ou 67, un très mauvais livre
d'un romancier qui s'appelle Roger Perfit, un romancier très sulfureux, et qui était l'oncle d'ailleurs d'Alain Perfit, le ministre. Et ce livre s'appelait Les Juifs. Et dans ce livre, Perfit s'attachait à montrer que tout le monde était juif, entre guillemets, c'est-à-dire que s'il trouvait un arrière-arrière-grand-père juif à quelqu'un, il décrétait qu'il était juif, alors que, bon, enfin, à mon sens, ça n'est pas suffisant. Et dans ce livre, quelle n'a pas été ma stupéfaction de trouver que, donc, il a fait pas mal de recherches, et donc de trouver que dans des registres conservés au Parlement de Rouen, on avait trouvé des listes de juifs provençaux qui s'étaient convertis en 1501, parce qu'en 1501, ou je peux me tromper d'une ou deux années, la Provence est entrée dans le royaume de France. Bon, il faut savoir que depuis le Moyen-Âge, depuis le XIVe siècle, il y avait un mouvement généralisé d'expulsion de juifs de tous les royaumes. Les juifs ont été expulsés d'Angleterre, les juifs ont été expulsés du royaume de France, et puis quand le Languedoc est tombé dans le giron du royaume de France du Languedoc, et puis d'Allemagne, bon, puis ça a été l'Espagne, et donc ça a fini par la Provence. Et quelle n'est donc pas ma stupéfaction de voir que dans les noms de gens qui se convertissent, se trouve le nom de famille de ma mère, marseillaise catholique, qui s'appelait Reveste, qui est un nom du Midi, typiquement un nom du Midi. Mais qui était très fréquent chez les Juifs du Pape. Et alors, non, alors pas chez les Juifs du Pape. On le trouve pas dans les 4 villes, Cavaillon, l'Île-sur-la-Saugue, Avignon et Carpentras. Non, on le trouve pas. C'est un nom que je trouve dans ce document, et sinon qu'on trouve, et il y a des villages qui s'appellent Reveste dans le Midi, dans le Mont Ventoux, dans le Var, etc. Il y a 2-3 lieux comme ça. Et donc j'ai été extrêmement étonnée. Et donc, alors, bon, les ancêtres de ma mère n'étaient pas des marades, mais ce que je veux dire, c'est que le nombre de gens qui ne savent pas qu'ils ont des ancêtres juifs, ou que leurs ancêtres, certains se sont convertis, Tout à fait. Certains ont oublié. Je suis certain, la mémoire s'est conservée, une espèce de mémoire effilochée. Moi, j'ai un ami qui est originaire d'Estrémadure, dont la famille est venue d'Espagne au moment de la guerre civile, et qui a été convoqué un jour il y a 30 ans par son oncle, qui lui a dit « il faut que je te dise quelque chose ». Il l'a fait entrer dans une pièce, et il lui a dit « sache que nous descendons de juifs ». Donc, chez certains, cette mémoire est restée, même effilochée, très fragile, avec plus d'instruments de culte, mais chez d'autres, elle a tout à fait disparu, et les gens n'ont pas su. Voilà, tout ça pour dire que c'est un thème qui me... Et à telle enseigne, Joël, qu'il y a quelques dizaines d'années, on a retrouvé un village entier de Maranes au Portugal, Belmonte. Exactement, et nous y sommes allés avec mon mari. Il y avait eu un documentaire très intéressant passé sur Belmonte, et en fait, c'est pas il y a quelques années. Disons que ce village, il a été découvert au début du XXe siècle, mais effectivement, c'est le documentaire de ce cinéaste qui nous l'a fait davantage connaître. Mais ça remonte, et j'ai le livre sur le... Et il y a maintenant une communauté, un rabbin et des shabbatotes que l'on peut passer sur place. Voilà. Et donc, j'avais été impressionnée en allant à Belmonte lors d'un voyage au Portugal. On avait demandé où est-ce qu'on pouvait, est-ce qu'il y avait un petit oratoire ou quelque chose. Et on était tombé sur un homme très, très, très laid, je dois dire, et qui m'a inspirée, et ce qui peut être le fruit, je l'écris d'ailleurs, de la consanguinité. On sait très bien que les mariages consanguins entraînent parfois des... Et c'est un petit peu l'image, de l'obscurci. C'est ce visage qui m'a inspiré Ephraim, d'ailleurs. Voilà. Alors, ce roman est également ponctué de plats. La cuisine est présente. Il y a des plats capverdiens. Alors, je ne sais pas comment que ça se prononce, la cachupa. Oui, la cachupa. Oui. La cachupa, le tzouk. Oui. On parle d'igname, on parle de manioc. Et bien sûr, ça c'est le privilège de Artemisia, qui est très fine et qui comprend comment qu'elle peut un petit peu faire tomber le Padre Pinto, mais on n'en dira pas plus. Pour moi, il n'y a pas de stratégie dans le comportement d'Artemisia. Pour moi, c'est un espèce d'élan vers lui, mais il n'y a pas de stratégie du tout.
voilà, si je peux, tu Oui, vois. oui, bien sûr. Bon, il est possible, par contre, ce qui est important de signaler à la fin du roman, c'est que on arrive jusqu'à Jérusalem, puisqu'on arrive d'abord au congrès sioniste de Bâle, et Oui, là, il y a un petit clin d'œil à Ephraïm et à Eliezer ben Yehuda, oui, qui est à l'origine du renouveau de l'hébreu moderne. oui, Hein. oui, 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 Et oui, je dois dire que ce roman est plein de... Il y a des tiroirs qui se mêlent, il y a des fils. Vraiment, je vous invite, chers auditeurs, à lire ce très beau roman. Alors, Joël, tu pourrais nous le dire en portugais, au sal de la crima às vezes é Deutsch, et moi je n'ai pas l'accent. non, mais tu sais, moi, mon portugais est très. Écoute, je, je suis un peu réticente parce que je Ah oui, voudrais je pas comprends. Parce que abîmer. à te lire, on a Voilà. presque l'impression que tu... à la fin du roman, j'ai vraiment été tentée de me dire, j'aimerais bien le lire en portugais. Mais écoute, disons que je ressens le portugais. Hum. Tu vois, je le ressens parce qu'une des sœurs de mon père, qui elle m'a inspiré le personnage d'un autre roman, du gâteau Café Café, est partie se réfugier au Portugal en 1943. Et donc, adolescente, je suis allée chez elle, tu vois, en 1960. Et, et elle nous avait apporté des disques de Malia Rodriguez dans les années 50. Et puis, papa écoutait beaucoup, beaucoup de musique brésilienne. Donc, je l'ai dans l'oreille, j'y suis vraiment très sensible. Euh, Comme tu l'as vu sans doute dans la Ah, tout à postface de fait. mon livre, j'ai un de mes fils qui est parti s'installer au Brésil. Je suis allée le voir. Donc, j'y suis très sensible. Je l'entends bien, mais je ne suis pas capable de le restituer Bon. aussi Et avec la beauté qu'il mérite. Voilà. eh bien, écoute, Joël, maintenant on va parler d'un deuxième roman. Je ne sais pas Oui, si on peut le trouver en librairie. Je veux parler du gâteau Café Café d'Irina Sasson, oui. que j'ai trouvé très très touchant. Ben écoute, je suis touchée qu'il t'ait touché. Oui, c'est un roman. Écoute, c'est un roman qui sera peut-être réédité. Il est épuisé. Euh, Après, on peut le trouver d'occasion. On peut le Oui, trouver oui, d'occasion. sur les sites, c'est sûr. Oui, Alors ça, oui, c'est un roman qui nous fait baigner dans une douceur gustative. Le gâteau Café Café, je dois te dire, c'est mon meilleur gâteau. D'abord, il est très facile à faire parce qu'il est sans cuisson. Et alors, oui. chaque chapitre est égrené. On avance avec la recette du gâteau. Oui, parce que cette très vieille dame, qui donc m'a été inspirée par ma tante, une de mes tantes, celle qui était allée au Portugal et qui après est venue vivre en France à la fin de sa vie, qui a vécu jusqu'à 101 ans, elle a Grâce au contenu gâteau sa mémoire. Café Café, hein, Joël? Oui, oui. Pardon? Grâce au gâteau Café Café. Oui, 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 oui. Donc, voilà, elle entretenait sa mémoire et je trouvais ça extraordinaire qu'une dame de 95, 96, 97, 98 ait le souci d'entretenir sa mémoire. Bon, elle avait la chance de ne pas avoir une maladie neurodégénérative, style Alzheimer. Et donc, elle, ça n'était pas la recette du gâteau. J'ai mélangé, enfin, j'ai eu plusieurs idées. Elle, c'était des phrases qu'elle se répétait donc dans toutes les langues qu'elle parlait, puisque née à Salonique et ayant vécu aussi à Istanbul, bon, elle parlait au moins 6 langues. Oui. Et donc, il y avait ça qui me touchait, ce travail de quelqu'un. Voilà. Mais là, dans le livre, le travail sur sa mémoire se fait à travers la recette de ce gâteau qu'elle a fait tout au long de sa vie. Voilà. Alors Joël, j'ai envie de te demander avant tout où se trouve exactement cette colonie de Batanda. Eh bien, tu ne risques pas de la trouver sur une carte Voilà, j'ai eu géographique. l'impression que c'était vraiment une invention de ta part. Voilà, c'est un espèce de mix. D'ailleurs, il y a certains mots, et j'espère qu'on ne conclut pas à des erreurs de langue de ma part, parce qu'il y a même des mots que j'ai fait. Ce sont des mixtes hispano-portugais, tu vois. Et Oui. pour moi, ça se situe à la fois, enfin, peut-être au Brésil, peut-être en Argentine, enfin, plutôt au Brésil, mais en tout cas, c'est une petite ville, c'est une petite ville imaginaire. Alors donc, cette vie de princesse, parce que Oui, Irina a mené une vie de princesse, mariée à un homme beaucoup plus âgé qu'elle, mais oui, qui avait les moyens de bien la faire vivre. Mais au fur et à mesure que l'on avance, donc comme je disais au début, on est dans la douceur gustative et on prend conscience du fait que Adriano, c'est pas le mari parfait, c'est un mari qui est colérique. Il y a quelques, voilà, il y a oui, quelques pages qui sont très très fortes. oui.
Et en fait, on découvre cet état de colère chez ce monsieur en âge avancé au fur et à mesure qu'on découvre cette forte attache sentimentale qu'Irina sacrifie sur l'autel de l'honnêteté. Oui, 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 oui. Irina tombe amoureuse d'un homme. Un attaché culturel, en fait. Excuse-moi? Un attaché culturel de Un l'ambassade ou du attaché culturel, consulat, hein. exactement. Voilà. Et il l'emmène sur un fleuve qui ressemble singulièrement à l'Amazone. Et effectivement, elle sacrifie cet amour à son devoir, à une époque où on parlait de devoir. Et voilà. Et bon, elle ne l'oubliera jamais. Elle ne l'oubliera jamais. Mais parallèlement à ça, elle aime ce mari. Elle Oui, aime tout ce à mari. fait. Voilà. Qui effectivement est impulsif, est soupolé, est coléreux, mais elle l'aime. Et on Et voit que lui aussi l'aime. tout à fait. Et dit-elle, par contre, Ambroise, donc l'attaché culturel de l'ambassade de France, lui avait rendu la France qu'elle aimait tant, mais qui lui avait ravi sa famille dans les affres de la Shoah. Exactement, exactement. Euh, oui, il y a quelque chose de très douloureux hein, dans l'attachement qu'on peut avoir à un pays qui prend des mesures aussi épouvantables. Et il lui a rendu la France qu'elle aimait, et la France qu'aimaient tous ces gens qui ont émigré et qui sont venus s'installer en France. Enfin notamment, mais ils ne sont pas les seuls bien sûr, que ce soit des gens de la sphère ashkénaze ou que ce soit des judéo-espagnols de Salonique ou d'Istanbul, enfin tous ces gens qui aimaient Et la la France. communauté séfarade également, parce que malheureusement, euh, beaucoup, et toujours trop, sont partis Oui, également dans ce tourment, oui, hein, dans cette oui, tourmente que fut la Shoah. oui, Et à la fin du roman arrive la petite fille, Suzanne. oui, oui, oui. Alors, Suzanne, qu'est-elle venue faire en fait? Elle attend quelque chose de sa grand-mère. Elle attend quelque chose de sa grand-mère et elle vient aussi parler à sa grand-mère. Ou si ce n'est parler, elle ne vient pas, ça n'est pas une visite banale et ordinaire. Tout à Voilà, fait. On laisse découvrir, parce que voilà. vraiment, essayez de vous procurer également cet excellent roman Gâteau Café Café d'Irina Sasson, qui a paru aux éditions L'Ému et qui risque d'être réédité. C'était les éditions Intervista. Excuse-moi, Intervista. l'Ému, c'était la collection. D'accord. Voilà. Alors Joël, j'ai trouvé également un chapitre que tu avais écrit dans l'abécédaire incomplet de l'humour juif aux éditions Folie d'encre. Il y a tout un chapitre, le voyage de Moïse et Moïchiko. Oui, oui. Euh, Dans alors, quel comment cadre ça a été écrit? Alors, je te raconte un petit peu. En fait, pour raconter les choses exactement comme elles se sont passées, Jean-Marie Rosanne avait contacté ma fille, Raphaël Moussafir, qui est comédienne, scénariste et auteur, et qui avait écrit un livre qui s'appelle Du vent dans mes mollets, qui a été un très joli livre, qui a été une bande dessinée, et qui a même été un film avec Agnès Jaoui, Denis Podalides, Isabelle Carré, etc. Bref, il l'avait contacté et parce qu'ils avaient ce projet d'abécédaire de l'humour juif. Et quand elle les a eu au téléphone, elle a dit non, non, celle qu'il faut contacter pour l'humour juif, c'est ma mère parce que ça fait des années. Oui, et c'est vrai que ça fait des années que je collectais, mais j'ai vraiment commencé aussi très jeune, hein, quand j'avais une quinzaine d'années, à collecter des histoires juives et à essayer de faire un travail d'ailleurs sur la logique de ces histoires juives. Mon travail qui n'a jamais abouti. Et donc, finalement, quand ils m'ont appelé, je leur ai dit écoutez, moi je ne sais pas produire d'humour, j'adore l'humour, je sais l'apprécier, je ne sais pas en produire. Mais ce que je peux faire, c'est imaginer une histoire qui serait construite avec mes préférés, enfin, j'en ai beaucoup de préférés, mais quelques-unes des blagues juives que je préfère. Et donc le projet, enfin ils ont été d'accord sur cette idée, et j'ai imaginé cette histoire du voyage de Moïse et de Moïsico, donc structurée par ces différentes histoires juives. Donc, je rappelle l'abécédaire incomplet de l'humour juif qui a paru aux éditions Folie d'encre. Mais je peux également citer Joël Tiano Moussafir
dans un portrait de George Sand, Oui, c'est vrai. qui est apparu en 2016 et qui est qui interpelle parce que on découvre George Sand, je dirais pas sous un autre jour, mais ça remet beaucoup d'idées en place. Qu'est-ce qui t'a Écoute, amené à écrire sur George Sand? alors, écoute, c'est Louis-Paul Astro qui est le directeur de cette collection. Cette collection s'appelle À 20 ans, parce qu'on fait des portraits de la jeunesse de différentes personnalités. Et ce garçon, Louis-Paul Astro, a eu l'idée de cette collection. Il a regardé autour de lui. Et moi, j'avais relu George Sand, qui m'était passé un petit peu au-dessus de la tête quand j'étais, on va dire, une grande petite fille. Et j'ai relu, que j'ai découvert avec passion. Et, euh, et donc, il s'agit de la jeunesse de George Sand. Effectivement, ça remet beaucoup les idées en place. Parce qu'il y a beaucoup de stéréotypes simplificateurs. Par exemple, ne serait-ce que concernant le port du pantalon. Euh, Elle n'était pas tant que ça une révolutionnaire dans ce sens. Il faut savoir que ce port du pantalon, ben d'abord, elle a porté le pantalon adolescente quand elle habitait à la campagne à Nohant chez sa grand-mère pour faire du cheval et aller et accompagner à la chasse son frère et son précepteur. Et c'est eux-mêmes qui le lui avaient conseillé. Ensuite, quand elle est arrivée à Paris à 26 ans, ayant conclu un accord avec son mari, elle s'était mariée très jeune, elle avait 2 enfants, et donc ils avaient conclu un accord selon lequel elle aurait le droit, entre guillemets, de vivre 3 mois à Paris, puis 3 mois à Nohant, etc. Et là, elle avait très peu d'argent pour vivre, parce qu'elle avait eu une dot importante, mais c'était le mari qui gérait la dot à l'époque, et c'est sa propre mère qui lui avait conseillé le port du pantalon, parce que ça coûtait beaucoup moins cher de s'habiller avec un pantalon que de s'habiller en robe. Et sa propre mère lui disait qu'à l'époque du Directoire, où elle avait rencontré le père de George Sand, elle-même et sa sœur s'habillaient parfois en homme. Donc, il y a beaucoup de choses à revoir, on a des idées toutes faites. Bon, je ne dis pas que c'était très répandu, mais ça n'était pas quelque chose d'aussi exceptionnel et aussi marqué, j'ai envie de dire, d'un point de vue idéologique ou politique, qu'on nous le présente maintenant. Bravo. Donc, je vais rappeler les livres écrits par Joël Thiano Moussafir. Tout en premier, Le sel des larmes et parfois doux, qui a paru en octobre 2018 aux éditions Zinedine. Nous avons parlé également de l'enchanteur et illustrissime Gâteau Café Café d'Irina Sasson chez Intervista. L'abécédaire incomplet de l'humour juif avec un chapitre écrit par Joël aux éditions Folie d'encre et S'affranchir, un portrait de George Sand au diable Vauvert. Merci Joël. Merci beaucoup, Monique. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle.